Concrètement, je me suis engagé à donner un exposé intitulé « Jacques Maritain et les questions morales ». Le titre est mauvais, il est trop large, il est imprudent, il est mal avisé. Il faudrait parvenir à traiter un ensemble d'éléments dispersés, tous plus complexes les uns que les autres, très techniques, très amples, très sensibles sur le plan social et médiatique. Et la mission est vraiment délicate. J'avais proposé ce titre précisément dans le contexte de l'écriture du rapport Jean Vanier avec Antoine Mourge ici présent. Et à l'arrière-plan, il y aurait en fait tout un volume à rédiger sur l'histoire de la morale thomiste au XXe siècle. Il y en aurait un autre sur la vie morale des Maritains, leurs vertus, leurs passions, leurs blessures, celle du premier cercle également. Et mon propos voudra vraiment seulement préciser quelques points de tout cet ensemble. Assurément, il y a dans l'œuvre de Maritain un ensemble d'éléments de philosophie morale proprement dite, avec des titres inévitables et des thèmes qui sont évidemment cruciaux. J'en donnerai simplement la liste. Je n'ai pas tout relu pour ce matin, rassurez-vous. Science et sagesse en 1935, avec tout un développement sur la philosophie morale adéquatement prise. Humanisme intégral, bien sûr, publié en 1936, mais préparé en 1934. La loi naturelle ou la loi non écrite, qui est un cours de philosophie commencé à être préparé en 1948, mais donné véritablement en 1949-50 à Princeton. Il y a également ce texte que Monseigneur Rouget évoquait tout à l'heure, 9 leçons sur les notions premières de la philosophie morale, qui date de 1951, qui est un cours donné à l'eau vive. Et il y a enfin ce grand texte, La philosophie morale, puisque tel est le titre, un très gros volume de plus de 600 pages, publié en 1960. En soubassement, il y a tous les enjeux de la morale adéquatement prise, la conscience morale, la vie morale, l'art et la morale, le bien moral, la fin dernière, la liberté, morale et politique, etc., etc. Cette œuvre de philosophie morale, de philosophe moraliste, s'enracine bien sûr dans une vie de lecture, dans un échange avec quelques proches et collègues, dans une tradition intellectuelle. On peut bien sûr penser à Bergson et aux deux sources de la morale. Pour ma part, je pensais également, puisque c'est en fait le premier livre que j'ai lu d'Étienne Gilson, Saint Thomas, texte sur la morale, qui est vraiment excellent, qui date de 1925 et qui a été ensuite réédité. Cette philosophie morale chez Maritain s'appuie bien sûr sur l'expérience propre de la morale, sur la vie morale qu'eux-mêmes ont pu mener, et ça renvoie à la citation de René Mougel hier, la citation de Raïssa, tout ce qui est dans l'œuvre de Jacques, nous l'avons d'abord vécu à l'état de difficulté vitale. Chesterton disait de l'un de ses personnages « He was a conservative even in his private life ». C'est un peu, en quelque sorte, le cas de Maritain, qui a, j'insiste peut-être parfois trop sur ce point, mais qui a un côté très puritain dans son existence, au sens large, au sens sociologique, avec une pratique sacramentelle ultra scrupuleuse, communion aussi souvent que possible, 1 à 2 confessions tous les mois, et c'est là aussi une dimension importante précisément de sa vie morale. Cette philosophie morale entre en écho également avec les éléments de la vie sociale, avec sa part de lumière et surtout d'ombre, sa part d'obscurité, de trahison, d'éblouissement, qui parfois défraie la chronique et la grande presse, et qui vient précisément ébranler le cercle de Meudon. Le défi thématique est donc de taille. Mon propos sera vraiment de l'ordre de l'esquisse, vous allez voir, et je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser. Je voudrais développer 3 points, non pas en philosophe, mais en historien. Premier point, la vie de Maritain, qui est un lieu d'observation jusqu'à aujourd'hui d'un certain nombre de scandales moraux. Et je voudrais en dire un mot, j'ai un peu honte après ce qu'on a entendu ce matin sur la vie d'oraison, mais je voudrais en dire un mot pour ne pas donner l'impression de les ignorer. Deuxième point, l'œuvre publiée de Maritain est extrêmement pertinente en philosophie morale pour reposer un certain nombre d'enjeux. Et troisième point, les carnets personnels des Maritains, les correspondances intimes également, permettent de bien mesurer, si vous voulez, les tensions entre le monde, avec un M majuscule, et le cœur battant du chrétien sur ces questions de morale très pratiques.
Sur mon premier point, je tenterai d'être assez bref. Vous allez voir pourquoi. Deux des scandales les plus graves dans l'Église récente impliquent de près, de loin, le nom de Jacques Maritain. Au printemps 2019, Michel Fourcade en disait un mot hier dans son introduction générale, ce fut la publication fort douloureuse et fort pénible du volume Sodoma de Frédéric Martel. L'auteur jetait un pavé dans la mare pour tenter de dénoncer les paradoxes d'une Église, je le commente un peu, qui serait ouvertement homophobe, alors même que son clergé serait activement homosexuel ou massivement homophile. Tous les termes en fait dans la phrase sont évidemment piégés, et l'auteur faisait appel à un certain nombre d'arguments et d'exemples qui n'entrent pas du tout dans mon propos d'examiner ce matin, mais au cœur de ces arguments, l'auteur mettait en place ce qu'il appelait le Code Maritain. Jacques Maritain aurait fourni le modèle du catholique homophile, homosexuel en sa jeunesse, marié par convention sociale, chaste par refoulement, ami des homosexuels notoires de l'entre-deux-guerres par inclination, et tous les mots vraiment sont ici piégés. Au fondement de ce Code Maritain, il y aurait la relation homosexuelle entre Jacques Maritain et Ernest Psicari, et je cite un petit peu quand même l'auteur pour que vous compreniez bien la mesure de la charge. Leur relation passionnelle entre Maritain et Psicari est maintenant assez bien connue. Récemment publiée, la correspondance, ce qui n'est pas vrai évidemment, la correspondance entre les deux jeunes hommes, 175 lettres d'amour, c'est toujours pas vrai, donne même un sentiment de vertige. Je sens que nos deux inconnus se pénètrent doucement, timidement, lentement. Ernest, tu es mon ami, toi seul, etc., etc. Je passe sur les autres citations. L'auteur concluait dès lors à l'homosexualité de Jacques Maritain. Il écrivait ainsi « Maritain partira des années plus tard sur les traces de Psicari jusqu'en Afrique, fréquentera durablement la sœur d'Ernest et pendant la Seconde Guerre mondiale, souhaitera se battre pour aller mourir comme Psicari. Toute sa vie, Jacques évoquera constamment l'être aimé et ayant perdu son Eurydice, il parlera du désert de la vie depuis la mort d'Ernest. » Bon, vision d'artiste, si je puis dire, c'est évidemment intéressant, mais tout est erroné. Dans le journal La Croix, le 4 mars 2019, avec Michel Fourcade, nous avions immédiatement dénoncé l'unilatéralisme et les erreurs interprétatives de cet auteur. Je ne représente pas cette réfutation rapide. Ce qui me paraissait important, c'était de signaler dans le cahier 79, j'en ai quelques exemplaires à votre disposition au besoin, avec le cercle, avec la relecture de René Mougel, on a essayé de repréciser les choses pour bien contextualiser les citations tronquées, les erreurs d'interprétation de Frédéric Martel. La deuxième affaire de mœurs publique, si je puis dire, concerne bien sûr l'affaire Thomas Philippe et Jean Vanier. En l'intime, Maritain voit passer à nouveau de très près un certain nombre d'enjeux de première main. Bien sûr, Antoine Mourge a évoqué tout cela hier, donc je serai très allusif. Les liens avec Thomas Dehaut, le théonas des années 20, l'enseignement à l'eau vive, la direction des affaires culturelles, le lien avec Jean Marx, son ami de lycée qui était alors directeur des affaires culturelles, converti avec sa sœur Suzanne, baptisé par le père Thomas, les étudiants américains qui arrivent à l'eau vive, et je rappelle qu'il y a encore aujourd'hui, dans le complexe qui s'appelle encore aujourd'hui l'eau vive, une maison Maritain qui est donc symboliquement enclose encore maintenant à l'intérieur de cet hôpital psychiatrique, puisque l'eau vive, c'était peut-être sa meilleure destinée, puisse devenir un hôpital psychiatrique. Donc il y a encore cette maison Maritain. Maritain est donc très concerné, très inquiet, on le sent dans la correspondance avec Journée, très anxieux de la situation. On peut suivre tout cela à travers les correspondances. Il analyse à chaud, j'y reviendrai, et c'est vraiment très important de bien mesurer, donc à travers la question Sodoma ou à travers la question des abus sexuels de Thomas Philippe, Maritain est en fait au cœur des questions ainsi posées. Alors, il faudrait, je passe déjà sur un certain nombre d'éléments des exemples que je voulais donner, la question de la médiatisation et la présence de Maritain dans les médias qui sert, je le dis de manière un peu rapide, de tête de gondole, si vous voulez, sur un plan
social, sur un plan ecclésial, pour faire venir un certain nombre de personnes. C'est particulièrement évident dans le contexte de l'eau vive, où Thomas Philippe, avec rouerie, avec ruse, se sert du nom de Maritain pour attirer un certain nombre de gens et pour couvrir en fait d'un joli voile son entreprise funeste. Je conclue tout de suite cette première partie. Depuis le 2019, vous me concéderez sans difficulté d'abord à l'actualité de Jacques Maritain, 50 ans après son décès, dans les scandales de mœurs qui défraient périodiquement la chronique. On pourrait bien sûr en ajouter quelques autres, de moindre ampleur. Il faudrait évoquer toute la question, mais c'est en soubassement de Sodoma, les Cocteau, les Green, les Maurice Sacks. On pourrait ajouter un célèbre abbé démocrate chrétien du temps de l'hiver 54 qui voyage en 1955 aux États-Unis, et son voyage co-organisé par Maritain sera également l'occasion d'un certain nombre de scandales assez pénibles. On pourrait certainement trouver d'autres exemples, mais ce que je voudrais interroger, ce sont deux éléments distincts. Pourquoi, 50 ans après le décès de Jacques Maritain, observe-t-on cette hyper-actualité de son nom dans les scandales moraux? Et deuxième question, observe-t-on dans son œuvre publique et dans ses écrits intimes, dans ses correspondances privées, dans ses carnets, des échos de ces scandales? Pour la première question, je crois qu'on peut envisager plusieurs types de réponses. Premièrement, c'est l'extraordinaire densité de la vie des Maritains et l'extraordinaire pertinence des questions qui sont alors posées bien avant la Seconde Guerre mondiale. La mémoire durable des Maritains 50 ans après son décès, et on voit bien, nous sommes tous là aujourd'hui, et ça joue en fait dans la fabrication et dans la présence des Maritains jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas négliger un autre aspect, c'est dans le camp d'en face, si je puis dire, la volonté objective de compromettre Maritain. Ce qu'on pourrait désigner, ventiler la boue, ventiler la bouse sur la tunique bien propre des Maritains. Il y a une dimension diffamatoire, de calomnie, qui me paraît tout à fait objectivable. Le Maritain évoquerait pour sa part l'acharnement du diable du temps de sa vie, mais également il le craignait dans le post-mortem quand il ne sera plus là pour se défendre. Bien sûr, il y a d'autres arguments. La proximité de Jacques et de Raissa avec les outlaws, avec les outcasts, avec les marginaux et les périphéries, aux grandes dames des bien-pensants et des bien-nourris, leur proximité amicale avec tous ces théophiles de la porte, et avec lesquels il faut bien être parfois extrêmement patient. Il y a également une prise de risque certaine dans les relations amicales des Maritains, et il y a également un sens certain pour se porter sur la brèche au nom de la justice, au nom de l'amitié, ce qui fait peut-être prendre des risques tout à fait inconsidérés sous certains plans à Maritain. Pour la question de l'eau vive, c'est un petit peu plus difficile à expliquer à mon sens. Il y a un enjeu, disons, de le hasard et l'amitié. L'amitié et la confiance, c'est à la fois un milieu proche par les dominicains, par saint Thomas, par évidemment le père de Haut, par Jean Marx qu'on a évoqué. Thomas Philippe était en lien avec Garrigou-Lagrange. Ça rejoue ce qu'Antoine évoquait hier, des enjeux de projet personnel, cette question de l'école de sagesse, des désirs profonds des Maritains de se poser. Des éléments circonstanciels, quand Maritain est aux États-Unis, ça va sans dire, il n'a plus de pied-à-terre en France, et l'eau vive apparaît comme donc un lieu possible avant que tout ne vire dans le fossé. Et je l'ai également évoqué, il y a la malice, la rouerie de Thomas Philippe, qui parvient à se rapprocher et à accrocher Maritain. Pour la deuxième partie de ma question, quant à l'incidence dans l'œuvre publique et dans l'œuvre intime de ces affaires, la réponse va de soi. Oui, bien sûr, les échos sont très nombreux, mais encore faut-il comprendre comment tout cela se construit. Sur les questions d'ordre sexuel, en réalité, l'œuvre de Jacques Maritain est assez peu élaborée. Vous le savez, il n'y a pas loin de 16 à 17 volumes de textes des œuvres complètes. J'ai compté à peine, donc une quinzaine de milliers de pages, il y a à peine une cinquantaine de pages qui sont consacrées de manière de manière explicite aux enjeux liés à la sexualité. On trouve quelques pages, un chapitre dans les réflexions sur l'Amérique. Le chapitre est intitulé « Une écharde dans la chair ». C'est un chapitre
que les premiers lecteurs de Maritain lui ont demandé d'ajouter, parce qu'il ne voulait pas avoir l'impression d'éviter la question. Il ajoute 2 chapitres, l'un sur le racisme, l'autre sur la sexualité. Il y a également un chapitre dans deux chapitres dans Approche sans entrave. Il y a une page dans Le Paysan de la Garonne. Alors je voulais vous lire tout ça, mais vraiment je vous donnerai les références dans la version écrite, mais si je commence à lire, le temps va exploser. Et il y a bien sûr, donc dans Approche sans entrave, je donne juste les titres, c'est le chapitre 8 et le chapitre 9, Faisons-lui une aide semblable à lui, et également Amour et amitié en marge du journal de Raissa. Je voudrais évoquer, dans l'œuvre publiée de Maritain, ce grand texte sur la philosophie morale, qui est en fait son livre de chevet, mais de chevet au sens où il l'écrit tous les soirs, pendant toute la durée des années de Princeton. C'est un livre qui va mûrir pendant pas loin de 12 ans, de 1948 à 1960. Et pour Maritain, c'est un véritable pinceau que d'écrire ce volume. Il le dit dans son carnet personnel. Je vous donne juste quelques évocations. Tout mon temps libre, 1955, tout mon temps libre est ainsi dévoré par ce livre que je prépare sur la philosophie morale, en particulier par le chapitre où je me bats contre ce charlatan de Hegel. Dans une lettre à Gilson, il écrit « J'avance lentement dans mon livre, qui finalement devient une espèce de règlement de compte avec nos 3 vieux pseudo-prophètes, Hegel, Marx et Comte. » D'une lettre encore à Stanislas Fumet de la même année, « Pour moi, je suis plongé dans Hegel, Marx et Auguste Comte. Je travaille comme un scaphandrier. Et quelle sale bête je vois dans l'eau sombre. J'avance avec une extrême lenteur. » Alors il faudrait faire plus précisément l'histoire de ce volume. Je voudrais simplement faire 2 remarques. Première remarque, ce livre contient véritablement des accents autobiographiques et propose une clé de relecture de l'ensemble de l'œuvre de Maritain, l'ensemble de sa philosophie morale, et il y a là une forme d'achèvement dans ce volume. Maritain le dit très nettement, c'est pour lui une forme de prendre congé des philosophes, après les avoir lus avec attention, après avoir été accusé de les récuser purement et simplement, et il souhaitait leur rendre honneur en les relisant de près sur un certain nombre de questions. Il faudrait revenir, c'est la deuxième remarque sur ce texte, de manière très précise sur un certain nombre de chapitres. Et il y en a 2 qui me paraissent particulièrement importants. Le chapitre intitulé « Sur l'impact du christianisme sur la philosophie morale », qui est vraiment le chapitre central du volume, où il revient sur la philosophie morale de saint Thomas notamment, et notamment sur la morale de l'intime. Et évidemment, ça concerne au premier chef notre colloque. Il y a également un chapitre absolument passionnant qu'on a beaucoup employé avec Antoine dans le rapport sur Vanier, parce que précisément, dans l'interprétation de la philosophie morale d'Aristote, Maritain se démarque complètement de l'école des frères Philippe et de Jean Vanier lui-même, pour rappeler que cette philosophie morale d'Aristote est incomplète, insatisfaisante, et ne permet pas d'éviter un certain nombre d'abus. Je passe là aussi rapidement. Amoindrissement du sens de la faute. Pardonnez-moi. Inefficacité de cette morale, le concept amoindri de la norme qui perd le caractère sacré, penser la règle, ce n'est pas le but de la philosophie morale d'Aristote, mauvais positionnement de la vertu par rapport à la fin, et en fait il manque en quelque sorte une morale ajustée dans un certain nombre de milieux d'église du début des années 50-60, et Maritain le souligne fortement. J'en viens maintenant à mon 3e point, et là encore je serai vraiment, pardonnez-moi, très, très allusif. Dans ce 3e temps, ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, Maritain parle peu de sexualité dans ses ouvrages de philosophie morale et dans ses ouvrages généraux, et pourtant, elle est au cœur d'un certain nombre de ses réflexions consignées dans ses carnets de notes. Il y a une volonté, en quelque sorte, de mise à distance entre les scandales qu'il observe autour de lui et son enseignement de la philosophie, qui est donc très, très épuré en un sens.
Dans les carnets de notes et dans la correspondance, l'article sur Jacques Maritain et Psicari revenait d'abord à la correspondance intime avec Psicari et permettait de bien repréciser les choses. Et évidemment, il n'y a pas de relation sexuelle décrite entre les deux garçons. Dans son carnet personnel, il faut plutôt revenir aux carnets de 1928, qui ont été publiés en 2014, dans le numéro 68, que je crois extrêmement intéressant des cahiers Maritain. Le cahier que certains auteurs s'obstinent à ne pas vouloir lire. Je donne simplement quelques fragments. Mardi 12 juin 1928. Le soir, Maurice Saxe dîne. Je l'interroge sur le cahier blanc. Ce n'est pas le cahier blanc, mais le livre blanc. Il me raconte tout. 20 exemplaires hors commerce, pas de nom d'auteur, ni d'éditeur, 5 000 francs l'exemplaire. J'ai fait 5 000 francs, petite parenthèse, c'est ce que gagne Maritain en une année à l'Institut catholique. Donc c'est des sommes astronomiques. Voilà des mois, c'est en train. Le plus beau livre de Jean, pas purement autobiographique, crudité absolue, pédérastie. Il avait dit à Maurice qu'il m'en parlerait lui-même. Jean était venu pour m'en parler quand il nous a lu le mystère laïque. Il n'a pas osé. Ça avait si bien marché pour le mystère laïque, dit-il à Maurice le lendemain. À ce moment-là, le milieu de Meudon est complètement sous le choc de cette nouvelle, et tous les amis des Maritains vont essayer d'aller rencontrer Jean Cocteau. Kataoui et Manzini viennent à la maison. Ils ont vu Jean chez Chanel, dans sa chambre, hier je crois, et ont été profondément scandalisés. Desbordes était sur le lit, assis à mettre ses souliers. Et propos de Jean, 3 points de suspension, équivoque horrible. Je tâche de leur expliquer Jean, mais je sens que tout cela devient affreux. Le lendemain, tout ça va très vite, hein. Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15. À 3 heures, vu Jean chez lui, rue du Faubourg Saint-Honoré, il parle, il fuit, il se dérobe. Affreuse impression qui fait froid au cœur. Il affirme la pureté de sa vie avec Desbordes, je le crois toujours, et qu'il est prêt de pouvoir reprendre la fréquentation des sacrements. Mais il est visible qu'il tient à son livre comme à la prunelle de l'œil, que ce livre n'est pas catholique, exposé sans aucun critère moral du drame homosexuel. Il me le raconte, il me prêtera le manuscrit, bien que cela lui soit très pénible, etc. Un mois plus tard, les Maritains, Jacques est en retraite à la Val-Sainte, et une bonne partie de cette retraite va être consacrée à des réflexions assez précises sur ces enjeux, le mariage, les relations hétérosexuelles, mais également les relations homosexuelles, et tout cela est donc publié dans le cahier 68, avec une série de réflexions bibliques, en fait, sur cette question-là. De la même manière, ce n'est pas tant dans l'œuvre éditée que dans les carnets de Maritain qu'il faut comprendre les drames personnels que Maritain vit au temps de l'eau vive. Il est parfaitement informé, il est parfaitement lucide, et dans ses carnets de notes, Maritain note ainsi. Jeudi 19 juin, j'ai vu Jean Marx à son bureau et j'ai déjeuné avec lui. Jean Marx est celui qui lui avait demandé d'arriver à l'eau vive. Antoinette Grunelius, qui est venue à Paris pour me voir, elle sait tout sur l'eau vive, par le père Paul Philippe, qui est lui, à ce moment-là, au Saint-Office, qui est chargé du pauvre père Thomas et qui a fait venir à Rome Antoinette pour que quelqu'un de sensé essaie de calmer les dévots du père Thomas, qui voudrait en faire une victime du Saulchoir et des calomnies d'une hystérique, et qui coulerait ainsi définitivement l'eau vive. Le père Thomas reconnaît les faits et déclare qu'il a raison et que saint Thomas et la Sainte Vierge sont avec lui. Il est fou, à mon avis. Le père Marie-Dominique connaît les faits et déclare que son frère étant un saint, tout est bien ainsi. Un autre fou. Le diable est déchaîné dans cette affaire inouïe. Quelques semaines plus tard, il note encore dans son carnet, le 7 juillet, Charles, journée, et le père Paul Philippe m'édifie définitivement sur l'histoire du père Thomas. Pour moi, c'est un cas extraordinaire de schizophrénie, un vin trop riche, sincère soif de sainteté, etc., dans une outre à double fond dont la pourriture fait tout tourner en perversion, en histrionisme, probablement sans responsabilité morale sérieuse. On retrouve là dans le carnet, pour Tanguy, des notes concernant le père Avril, et on comprend en fait la différence radicale entre le père Avril et Maritain. Maritain garde tout cela dans son carnet, alors que le père Avril va faire une conférence en fait à tous les religieux dominicains du Saulchoir, diffusant très largement les informations à un moment où il aurait sans doute fallu peut-être les conserver encore un peu secrètes. Et il y a des piques très vives contre le père Avril. Maintenant, tout le monde est au courant du scandale par les bavardages de ce provincial. Et le risque pour Maritain, il n'est pas
dans le scandale public, ça ne l'effraie pas, mais dans le dénouement de la crise et dans la démence objective que cela pourrait accélérer du côté du père Thomas Philippe. Très souvent, ces questions reviennent dans les carnets. C'est un peu violent, mais ça signifie que le temps est écoulé, excusez-moi. Ça revient en 1962, ça revient en 1955 avec toute une réflexion sur la schizophrénie, et je voudrais donc désormais conclure. Je suis vraiment tout d'abord vraiment confus de ne pas avoir présenté un exposé aussi précis et en bonne et due forme, un petit peu en entonnoir, si vous voulez, du social aux écrits intimes. Et ce qui me paraît important de souligner, c'est que, effectivement, les enjeux de morale sexuelle sont peu présents dans l'œuvre publiée de Maritain. Les échos, cependant, d'un certain nombre d'épisodes sont extrêmement forts jusqu'à aujourd'hui dans la vie sociale et dans l'histoire. Ils sont cependant bien présents, ces enjeux, et fort bien analysés, on l'a vu, dans les carnets de Jacques, et on aurait pu évidemment encore développer d'autres exemples. Cela signifie quelque chose, en quelque sorte. Il y a une forme de hiatus entre l'écrit intime et l'écrit public et ce qui est enseigné. Pour Maritain, ce qui était important dans son carnet, c'était d'être parfaitement lucide, d'ouvrir les yeux sur le mal de ce monde, d'écrire pour soi, de comprendre pour soi, de noter pour se souvenir. Et il ne croyait pas cependant qu'il fallait tout déballer, en quelque sorte, dans le cirque qui est le monde. Il fallait privilégier pour lui, au contraire, une forme d'intime, de pudique, de silence. Le terme revient à plusieurs reprises, à la fois dans Le Paysan de la Garonne, à la fois dans son carnet, pour que les éléments trop crus n'abolissent pas, en quelque sorte, une approche plus philosophique, plus analytique, plus froide, naturellement, de ces questions sexuelles. On a aujourd'hui, évidemment, complètement changé de paradigme, pour le meilleur et pour le pire, sans aucun doute, et c'était donc seulement pour éclairer les consciences que ce détour par l'histoire me semblait utile, afin de bien comprendre pourquoi le nom de Maritain a été associé ces dernières années à des scandales extrêmement pénibles dans la vie de l'Église. Merci. Alors, d'abord, c'est un sujet... Comment renouveler un sujet déjà très approfondi, très vendangé, Jacques Maritain et les Juifs, ou Jacques Maritain contre l'antisémitisme, etc. On est nombreux à avoir travaillé là-dessus. Il y a eu déjà beaucoup de publications, je vais vous en montrer quelques-unes en vous y renvoyant. Mais d'abord, c'est une dimension évidemment capitale qui nous a amené plusieurs, parmi ceux qui nous a attirés à Jacques Maritain, dans ma génération en tout cas, je sais pour moi, pour Sylvain, pour quelques autres, enfin la question juive a été tout à fait essentielle. Et c'est une dimension évidemment qu'on ne pouvait évidemment pas ignorer dans ce colloque, sans perdre un élément tout à fait essentiel de leur intimité. Alors je vous renvoie donc, déjà, énormément de choses ont été publiées dans les cahiers, à commencer par ce premier numéro, l'an 23, Regard sur Israël, avec pas mal de documents. Et puis il y avait eu bien sûr le livre de Pierre Vidal-Naquet, le recueil mené par Pierre Vidal-Naquet, Jacques Maritain, L'impossible antisémitisme, et puis une étude de Vidal-Naquet, Maritain et les Juifs. Il y a eu des correspondances importantes, notamment René Neher, la femme d'André Neher, qui avait ressorti l'amitié de jeunesse de Jacques avec un jeune sioniste de la famille Belkin qu'on a vu déjà passer, Abshalom Feinberg et Jacques Maritain, éclat d'une amitié. Alors, une amitié vite interrompue puisque ce Feinberg va mourir persécuté par enfin, c'était donc un sioniste qui se révolte contre l'Empire ottoman pendant la guerre de 14 et qui trouve la mort dans ses tentatives de créer un réseau secret. Les correspondances également d'André Chouraki sur le destin d'Israël, avec sa correspondance importante avec Maritain, alors là qui est d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y aurait encore bien d'autres publications à vous signaler. Et donc Sylvain, Bruno Charmet, moi-même, nous avons donc beaucoup déjà travaillé ce thème-là. Alors il faut quand même aussi penser de temps en temps un peu à soi. Donc, et puis à mon éditeur. Donc, on ne l'amène pas parce que donc c'est pas sur les tables parce que c'est une vraie brique et on ne va pas traverser tout Paris avec ça. Mais ça se commande encore, c'est encore disponible, ça se commande encore. Et donc auprès de l'éditeur, le recueil donc de ma thèse. Et donc
pour essayer de renouveler un peu le sujet, donc très vendangé, essayer peut-être de déplacer aujourd'hui le regard, et non plus donc Maritain et les Juifs, ou Maritain et l'antisémitisme et le rôle qu'il a pu jouer, mais essayer d'approcher le rapport de Jacques et de Raïssa à la judaïté, à leur judaïté. Alors pour Jacques, on va voir que c'est pas aussi évident. C'est-à-dire essayer de déplacer juste un peu le regard sur la dimension juive de leur existence. Alors, on pourrait partir peut-être de l'hypothèse sartrienne, vous savez, comme quoi c'est le regard de l'antisémite qui fait le juif. Le juif naissant sur le regard de l'antisémite. Et peut-être qu'il y a eu, qu'on a fait quelque chose de ça, parce que les Maritains, les Jacques, ont été très précocement victimes, on pourrait dire, du regard antisémite. Alors, encore plus, dès les années 20, on le verra, mais encore plus, évidemment, à partir de ces grands textes de 1937-1938, et lorsqu'il publie donc l'impossible antisémitisme en 1937, puis les Juifs parmi les nations, je vous rappelle que c'était paru en brochure de gare, grâce aux éditions du Cerf, en 1938, les Juifs, qu'en pensez-vous, etc. Donc il y a eu tout un renom de ce texte-là. Eh bien, Maritain a immédiatement déclaré, le mot qui est utilisé, c'est enjuiver, l'enjuivement. Et vous savez que cette notion d'enjuivement va le poursuivre longtemps, jusqu'à l'annexe du livre de Maurras, en 1953, du livre posthume de Maurras, Le bienheureux Pidis, sauveur de la France. Jacques y est présenté comme l'heureux époux de la Juive. Ça entrera dans son attaque cardiaque d'ailleurs, comme une blessure qu'il va faire à ce moment-là. C'est un truc qu'il aura beaucoup de mal à pardonner à Massy, aux éditions Plomb, etc. Et enfin, qu'il n'aura pas vraiment à pardonner à ce moment-là. Et cette accusation d'enjuivement faisait suite à bien d'autres dès les années 20, donc est multipliée après 1937-38. Je le dis par exemple, Jouando, dans Je suis partout. Je reçois ce matin le numéro de la revue Présence, où de nombreux juifs et enjuivés ont cru bon de consacrer à la défense ou à la gloire d'Israël. Monsieur Maritain y affirme qu'on ne peut être antisémite et intelligent, et que depuis les décrets du Saint-Office de 28, on ne peut plus être antisémite et catholique. De ces excommunications, la première est gratuite, la seconde de la part d'un homme qui sent le fagot à 15 pas est comique. Bon. Dans le même Je suis partout, c'est Rebatté qui ira le plus loin. C'est là que des singuliers catholiques, à la façon de M. Maritain, deviennent le plus dangereux. Le juif est tabou pour eux à cause de sa mission spirituelle. Ils tendent à prendre le juif pour un témoin réfractaire, mais un témoin irrécusable quand même de leur idéal religieux. Mais nous qui ne sommes que des Ariens obtus, qui en sommes restés à Bossuet et à Demestre, nous cherchons sous ce spiritualisme frénétique la cause vulgaire et platement humaine. Et nous la trouvons bientôt. M. Jacques Maritain est marié à une juive. Il a enjuivé sa vie et sa doctrine. Sa théologie, sa dialectique sont falsifiées comme le passeport d'un espion juif. M. Maritain, corps et âme, représente ce que les Allemands rappellent avec tant de raison un Rassenschänder, un souilleur de la race. Je vous rappelle que c'est publié en avril 1938. Vous avez la lettre de Raïssa à Pierre Vandermeer dans le recueil de Vidal-Naquet, où elle parle de cette blessure inguérissable, d'autant plus que les Maritains ont été peu défendus par la Cato de ce moment-là, ou par leurs amis, même par leurs amis à ce moment-là. Et donc, le schéma sartrien donc, du juif révélé à lui-même par l'antisémite, évidemment, va jouer quelque chose, va jouer son rôle dans le réveil chez Jacques lui-même, chez Raïssa, mais chez Jacques lui-même, d'une certaine judaïté elle-même, et de se sentir lui-même dans une sorte de condition de juif. Alors, ceci dit, évidemment, l'aventure des Maritains avec la judaïté n'a pas commencé en 1937-38 et s'inscrit évidemment dans une expérience beaucoup plus profonde et plus immédiate. Dans un premier temps, quand même, on pourrait dire que le judaïsme et le rapport des Maritains au judaïsme, c'est sous l'angle du judaïsme perdu et comment est-ce qu'il va être retrouvé. Alors, bien sûr, lorsque Jacques rencontre Raïssa, et dans son éblouissement immédiat, il tombe amoureux de tout, de son chapeau, etc. Mais il tombe d'abord aussi amoureux de son âme et de son enfance. Et il y a un texte tout à fait étonnant qu'il écrit à Heidelberg en 1906, et qui est une sorte d'introduction à la vie de Raïssa. Et donc, ce qu'il admire chez Raïssa, c'est aussi son enfance juive. Je cite, dans sa passion de certitude concrète, dans son respect pour la sagesse et son amour pour la justice, dans son humeur irréductible et sa vigilance à la contestation, comme dans l'ardeur de son sang et la précision de son instinct. Partout, Raïssa porte avec soi la noblesse et le privilège de la race dont elle est issue, de la race aînée, à qui Dieu s'est confié et qui contempla ses anges, qui, seul familière avec le ciel, seul dépositaire de la promesse et partout à sa place sur la terre, ne périra qu'avec le monde et qui a droit de regarder tous les peuples comme des hôtes parvenus dans son patrimoine, incultes et sans passé, héritiers du Seigneur par adoption, non par naissance.
puella Hebraeum. Sa fierté native marche devant elle. Donc, comment la race de Raïssa est importante dans l'amour de jeunesse, le premier amour de Maritain, et entre dans sa fascination amoureuse pour l'enfance de Raïssa. Et vous savez que très vite, il va en fait soumansoviser, puisqu'il prend chez lui non seulement Raïssa, mais bientôt également Vera, et puis après la mort de son beau-père, sa belle-mère Mamka, donc il a tous les Oumantsov à la maison. Et cette oumansovisation de la vie de Jacques Maritain vient remplir en même temps un retrait de sa propre famille, de sa propre dynastie familiale, et qu'on va retrouver dès ces années premières, mais encore dans les années 30. Par exemple, dans le carnet de 1933, il y a des phrases tout à fait étonnantes. « Ma famille, violente, tourmentée, noire, ancêtre, hérédité, esprit de cette lignée comme un nuage de ténèbres, une malédiction pesant sur moi, enfin un vrai péché originel, divorce sur divorce, agitation, colère, despotisme, jalousie, rébellion. Tout cela me poursuit, me harcèle à fabriquer ma destinée. Des joies, mais pas de bonheur jamais. Est-ce que j'entraîne le malheur avec moi? Tout est si noir dans les éléments ataviques de ma vie que seul porte du côté du ciel et de la mort. Les deux seules portes. Ces deux portes étroites se rapprochent singulièrement, ne font qu'un finalement. Mais pour les autres, pour Aïssa, je me sens comme un destructeur, emporté comme un tourbillon. Il aurait fallu m'éviter. C'est elle qui est ma joie, mon bonheur, et je l'emporte dans ce tourbillon. Mon amour bien-aimé, je l'aime dans cette tempête. Ça ne peut se compenser que du côté surnaturel. Et il généralise ainsi, le chrétien a pour métier de fouler aux pieds toute la suite de ses ancêtres depuis Adam, par sa liberté. Il faut triompher de tout ça, de plus de 4000 ans certes en une vie d'homme, et en se servant de tout ça comme d'un instrument. Un enfant né, c'est un petit roi tout nu sur le dos d'un immense cheval d'ombre. Il y a la peinture de Rousseau, du douanier Rousseau derrière. Vieux de 50 000 ans, vicieux, rusé, féroce. Avant de conduire le cheval, et pendant, il faut le dompter, le réduire à merci. Attention à ne pas le tuer ni l'abîmer, attention à ne pas le laisser mettre. Les uns jansénistes croient qu'il faut le tuer, et en tout cas, car c'est impossible, le mener despotiquement. Les autres qu'il est tout dressé d'avance et beau de bête, qu'on pense à cette nuit de siècle, à cette horrible race dont il faut venir à bout. On comprend que la perfection n'est possible que par le Saint-Esprit et ses dons. Donc voilà le sort du chrétien non juif, on pourrait dire, le sort du gentil. Et c'est comme ça qu'il le perçoit, son atavisme familial, tout ce poids de péché originel. Raïssa, lui, elle y échappe. Et juste après, vous avez deux lignes. Raïssa, ancêtre saint, privilège inouï de la race élue, sans doute cette race à la nuque dure, mais c'est la race de l'esprit. Donc vous voyez comment, en soumansovisant, Maritain se judaïse en même temps un parti. Alors ceci dit, cette enfance de Raïssa, qu'on connaît bien aujourd'hui par le premier chapitre des Grandes Amitiés, pour l'heure, c'est un monde perdu, un arrière-monde qu'elle n'a pas encore écrit, on pourrait dire. Bon, on le sait aujourd'hui parce que le livre de 41 est paru, mais à ce moment-là, le livre n'est pas encore écrit. Les parents de Raïssa, c'est la génération qui est sortie du ghetto juif, du Shetel, comme on l'appelle là-bas, et Juda Oumansov et Issia Brechold sont nés tous les deux en 1859, l'un à Pavlorad, l'autre à Rostov-sur-le-Don. Déjà, il y avait eu un premier arrachement, puisqu'ils vivent à Mariupol, la ville qui a pour nous un visage dans le contexte actuel, évidemment, ça nous touche. Et ils ont brûlé leur vaisseau. Leur exil, en 1893, s'est fait sans continuité religieuse. Vous savez qu'il n'y a pas d'endroit où on perd plus la foi que dans les gares. Les Bretons, c'est gare Montparnasse, les Juifs, c'était gare de l'Est. Et en quittant la communauté et en se retrouvant sans son recteur breton ou sans son rabbin, dans l'individualisme du judaïsme. Alors c'est le judaïsme ashkénaze, il est beaucoup plus individualiste. Il a été façonné comme ça, on pourrait dire, par la Révolution française jacobine et puis par Napoléon qui a détruit toute possibilité de communauté juive. Il ne s'est recommunautarisé que tout récemment, depuis l'arrivée des Juifs séfarades dans les années 60. Là, il y a la perte du judaïsme avec l'exil. Et donc, les Oumansov ont cessé toute pratique religieuse. Et alors je vais faire circuler des photos de cette enfance juive et des cartes postales de Mariupol. Alors moi, je prévois toujours mes trucs au dernier moment, la nuit d'avant. Donc, j'ai pas eu le temps de faire un beau diaporama, excusez-moi. Mais donc, voilà comment Raïssa s'en rappellera, si vous voulez, lorsqu'elle aura rencontré la peinture de Chagall, l'exil. Mais dans la réalité, voilà une ouverture du Petit Journal en 1892, campement des migrants juifs à la gare de Lyon. Donc il y a une perte du judaïsme lorsqu'arrivent ces populations misérables. Alors vous avez cette photo-là,
où on voit la synagogue de Mariupol à l'époque, et puis le grand-père de Raïssa, et les grands-parents de Raïssa, etc. Bon, je fais circuler tout ça pour que vous ayez des images un peu dans la tête. Et donc, leurs lettres de naturalisation sont faites le 17 septembre 1900, et à ce moment-là, donc, Yehuda Oumansov est donc tailleur d'habits, mais il fait faillite dès mai 1901. Il tiendra ensuite une pension de famille qui bien est fréquentée en effet par des étudiants russes et des juifs russes, mais ils sont tous devenus marxistes. Leur grand homme, c'est Pierre Lavrov. Vous savez que Raïssa, ses premières expériences philosophiques, c'est de traduire du marxisme russe. Et elle traduit des textes de Lavrov. Son premier répétiteur de philo, c'est Rapoport, qui est un proche de Jaurès, etc. Et toute cette génération qui sort du shtetl a investi dans la science. Jacques le dit d'ailleurs lorsqu'il parle de Vera, comment la famille Oumansov avait investi tout l'espoir, on pourrait dire, dans la science. Et donc l'assimilation est très rapide dans le quartier Bastille, à l'école du passage de la Bonne Graine. Et donc tout le passé juif de Raïssa est enfoui derrière Racine, derrière Hugo. On peut deviner d'ailleurs ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de conversion, parce qu'une des familles, les Oumansov sont restés proches de quelques familles russes comme eux, et notamment la famille Avtsin, et au moment des mariages de Jacques en 1904, il a pour témoin Peggy et sa sœur Jeanne de son côté, et les témoins de Raïssa, c'est Georges et Cécile Avtsin. Et le fils de Georges et Cécile Avtsin, qui est tout jeune à ce moment-là, qui sera plus tard l'écrivain Claude Aveline. Bon, Claude Aveline, lui, s'est pas converti, mais il n'a pas été plus juif pour autant, ce Claude Aveline. Il est resté un grand homme littéraire sur notre scène littéraire, mais comme un des rares dans la filiation d'Anatole France. Voilà. Et donc, son assimilation à lui, il avait conduit Anatole France, il n'en a jamais bougé, jusqu'à sa mort à plus de 100 ans, en 1992. Et donc, voilà un peu, si vous voulez, la trace du judaïsme chez les Avtsin. Ça se finit dans cette assimilation avec Anatole France. Et donc cette enfance juive de Raïssa est donc pour l'instant perdue. Et c'est la conversion qui est finalement une première étape de la réappropriation pour eux d'une identité juive. Alors la conversion, c'est pas tout à fait anodin quand même que ces deux jeunes de 20 ans viennent rééditer le livre de Léon Bloy, Le Salut par les Juifs, qui va l'augmenter d'une dédicace à Raïssa Maritain. Je dédie ces pages écrites à la gloire catholique du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors c'est bien la gloire catholique, mais il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc par Léon Bloy, il y a une réintroduction une rejudaïsation possible. Qu'ils vont, alors je vais aller très vite parce que c'est des choses connues, mais qu'ils vont pouvoir vérifier dans la première expérience miraculeuse du baptême sur son lit de mort, pratiquement, du père de Raïssa en 1912. Voilà le faire-part de décès, voilà à quoi il ressemblait à la fin. Monsieur Ilya Gioudé Barnabé, son prénom de baptême, Oumansov, décédé le 24 février 1912, muni des sacrements de la Sainte Église, dans sa 53e année, etc. Et il est enterré à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, lui qui a été baptisé la veille, pratiquement. Donc, c'est ce schéma bloyen, on pourrait dire, de la conversion, qui leur permet déjà de réconcilier une certaine judaïté retrouvée. Et donc, on retrouvera jusqu'en 1925, entre la conversion de Papka, donc en 1912, et la conversion de Mamka en 1925, on peut dire que le judaïsme est appréhendé surtout sur l'angle de la conversion. Il faut, les juifs, donc c'est un signe de la fin des temps, en plus de salétisme, ils doivent se convertir. Et on le retrouve dans le premier texte de Maritain de 1921, à la Semaine des écrivains catholiques, alors qui est un texte compliqué, que naturellement Maritain dépassera énormément par la suite, et qui déjà attire sur lui l'attention des antisémites. On a notamment un disciple de Drummond, Drault, qui publie dans La Vieille France un texte, Les mystères de l'Institut catholique, Jacob et Raïssa, comment ces deux métèques ont-ils pu être pris à l'Institut catholique. Mais ça attire également l'attention des Juifs, de la Tribune juive, qui était l'hebdomadaire des Juifs russes à Paris, et qui ont un regard positif sur ce texte-là, qui aujourd'hui nous paraîtrait très satisfaisant, évidemment, mais par rapport à ce que Maritain écrira lui-même, bien sûr, ensuite. Mais les Juifs de l'époque savent bien, les Juifs de la tribune russe en tout cas, de la tribune juive en tout cas, savent bien percevoir l'accent tout particulier de ce texte-là, l'accent bloyen de ce texte-là. Et donc, Raïssa est très engagée dans l'archiconfrérie de prière pour Israël, elle en est une membre active. Donc, c'est entre 1912 et 1925, c'est cet angle-là de la conversion qui est essentiel comme étape de la réjudaïsation. Alors certes, il y a des limites à tout ça, et quelques jours après la
conversion de Mamka en 1925, elle a été résistante. Hein. Elle, la veuve de 1912 à 1925, malgré tout le milieu maritain, elle va se faire attendre, elle va se faire désirer, on pourrait dire. Mais quelques jours après la conversion de Mamka, c'est Marek Svark, un de leurs nouveaux amis, qui est un peintre polonais juif converti, qui vient d'arriver en France avec son épouse Guina, et qui écrit à Maritain: « Cher monsieur, je me permets de vous écrire pour continuer le sujet amorcé hier à l'atelier. Je suis un bon juif et mon cœur est rempli d'amour pour notre Messie, notre Seigneur Jésus. Tout ce que je vous écris ici est fait par amour de Dieu. J'ai lu dans le bulletin numéro 9 de l'Archiconfrérie de prière pour la conversion d'Israël, page 2, que le moyen le plus sûr d'empêcher l'influence des Juifs de devenir désastreuse pour les pays catholiques, c'est de ramener ces Juifs au Christ. Le désir de conversion d'Israël, qui ne sortira pas de la pure charité chrétienne, ne convertira pas les Juifs. Est-ce que ce moyen pour améliorer la situation morale et sociale est-il le seul facteur d'apostolat ? Satan n'a pas plus de pouvoir sur les Juifs que sur les non-croyants et autres infidèles, et surtout sur toute la société chrétienne athée. L'influence funeste d'Israël comme telle est une calomnie. Nous sommes des fils prodigues. Nous avons dépensé le bien de notre Père, mais nous reviendrons. Notre Père a déjà envoyé nos frères pour nous chercher, mais ils le font sans amour. Craignent-ils le retour du Fils ? Les catholiques méconnaissent nos qualités actuelles, et réciproquement. Le Messie était prédit par nos prophètes et par la Sainte Écriture à nos patriarches. Mais lorsqu'il est venu, notre pauvre Dieu, pauvre à cause de nos péchés, nous ne l'avons pas reconnu, hélas. Nous avons été aveuglés par le serpent et nous l'avons tué. Mon Dieu, comme il était prédit que le fils de Joseph sera tué. Nous sommes un peuple entêté et endurci et fort contre Dieu, et nous continuons notre crime d'aveuglement. Mais nous adorons Jésus malgré tout, malgré nous dans le Messie que nous attendons vainement. Et notre Seigneur, qui nous compte ceci dans sa miséricorde, nous n'avons jamais cessé d'aimer Dieu et nous avons produit de vrais saints depuis. Il faut que le sachiez, car la prière du Christ avant sa mort était notre bénédiction. Bon, il y a toute une série de dialogues qui se mettent comme ça en place et qui montrent que l'étape loyenne est tout à fait capitale et importante, mais qu'elle doit être également dépassée. Et donc il y a une deuxième étape qui va s'ouvrir après 1925 dans la judaïté des Maritains, qui va être de retrouver ce judaïsme perdu. 1925, c'est par exemple ses relations avec Jacobson, premier diplomate juif là, des temps modernes, et sa mission autour du sionisme. Vous trouverez ça dans la correspondance Maritain-Massignon. Il y a donc cette sociabilité qui se met en place. Marek Svark, c'est quelques années après Marc et Béla Chagall, et toute la grande amitié qui va naître entre les Maritains et les Chagall. On les surprend en 1928 à aller au théâtre juif, ou qui accueille à Paris les grandes pièces du théâtre yiddish. Donc ils y vont 3 soirs de suite, le 2 juillet et le 3 juillet, le 4 juillet 1928, voir Le Voyage de Benjamin III, une pièce célèbre de Mendele Moïkiers Forim, qui est un des grands écrivains yiddish, mort en 1917 à Odessa. Ils vont voir également la pièce 200 000, qui est une autre pièce de Sholem Aleichem, un autre auteur yiddish de l'époque-là. Dans les années qui suivent, Jacques il va plus rarement, mais Raissa il va souvent avec René Schwab. Hier, René nous disait que Jacques était jaloux de René Schwab, notamment parce qu'il trimballe régulièrement Raissa en ville, et donc notamment au théâtre juif. Et donc des éléments de culture juive vivante qui sont donc réintégrés dans leur expérience. En 1931 va paraître ce livre important qui a été réédité depuis d'ailleurs, Quand Israël aime Dieu, de Jean de Ménage, dernier élément, on pourrait dire, avant son entrée dans l'ordre des Dominicains. Ça paraît au Roseau d'Or en 1931, et c'est un livre tout à fait capital, donc réédité dans la collection Passage du Cerf, qui était le premier essai, en réalité, à faire connaître le hassidisme et la spiritualité hassidique en France, donc une spiritualité, une mystique juive vivante, et donc un judaïsme vivant. Et donc tous ces éléments-là sont des éléments dans une deuxième phase dans la réintégration de la judaïté des Maritains. Alors sans cependant, les Maritains commencent à devenir un peu judéo-chrétiens, on pourrait dire. Mais vous savez qu'à la même époque, il y a une association qui s'appelle les Amis d'Israël, entre 1925 et 1928, qui, elle, est allée très loin dans l'idée judéo-chrétienne. Alors, les Maritains sont un peu en retrait par rapport à ce moment de l'association Les Amis d'Israël de 25-28. Par exemple, le couple fumé est beaucoup plus en avant là-dedans. Stanislas et Aniuta ont été beaucoup plus présents. Au moment, il y a une nouvelle semaine des écrivains catholiques en 28, où c'est le couple fumé qui anime la soirée. C'est également, vous savez que l'association va être condamnée en 1928, et notamment pour avoir à dire que plus on communiait, plus on devenait juif.
avec une idée un peu matérialiste, on pourrait dire, de l'Eucharistie, puisqu'on mangeait le corps d'un juif, donc on s'enjuivait en communion. Bon. Alors la curie n'a pas été entièrement d'accord avec cette vision des choses, mais c'était notamment une idée qui était venue dans la spiritualité à Anyuta, que Anyuta avait pensé, puis qu'elle avait... Bon. Et donc les fumeurs étaient beaucoup plus au cœur de ce judéo-christianisme-là, et de cette spiritualité beaucoup plus hébraïque-là. Les maritains sont là aussi, on en voit des traces dans leur sociabilité, mais ils n'ont pas été au premier plan entre 25-28 et de cette association des Amis Israël. Alors ceci dit, donc, leur sociabilité change, il y a donc les Svark, les Chagall, plus tard, ils fréquenteront également le cercle judéo-chrétien d'Elisabeth Bellenson, avec Massignon, Montchanin, donc à la fin des années 30. Il y a bien sûr, je parlais de Chagall, mais vous savez que les maritains ont été parmi les premiers à être les témoins et à commenter la grande crucifixion blanche de 1938. Donc il y a tout ce judéo-christianisme-là qui est très présent. Et bon... Naturellement, Raïssa va s'approprier plus que Jacques, on pourrait dire. Il y a un auteur qui va être important pour Raïssa à l'aube de la guerre, par exemple, c'est Shalom Ash, dont elle lit en 1939 Le Juif au psaume, qui est traduit en français. Et donc là aussi un livre sur la spiritualité juive et le hassidisme. Et puis elle va retrouver, le livre n'était pas encore traduit, mais elle le trouve en anglais à New York en arrivant, en 1940, Le Nazaréen, puisque Shalom Ash a fait une grande trilogie sur Jésus, Marie et Saint Paul. Et donc Le Nazaréen venait de paraître, et c'est un livre important que Raïssa lit aux États-Unis. Et c'est dans ce contexte-là donc que se réouvre d'ailleurs l'espace de sa mémoire et que va pouvoir être possible l'écriture de ce premier chapitre des grandes amitiés qu'elle va faire donc en 1940 et donc qui est si important dans ce contexte-là. Mais bon, donc Raïssa évidemment est plus sensible que Jacques à ce judéo-christianisme, mais bon, Jacques aussi il participe, etc. Mais malgré tout, ils ne sont pas au premier plan. Pourquoi ils ne sont pas au premier plan ? C'est parce que les maritains sont aussi des philosophes, c'est-à-dire que leur voix à eux est plus métaphysique finalement que purement spirituelle, contrairement aux fumées. Et donc leur réintégration du judaïsme et la judaïté se fait plutôt, à mon avis, sur une voie métaphysique, une voie philosophique. Et je renvoie ici alors, aux études que j'ai déjà faites sur les deux auteurs qui vont approfondir l'un et l'autre, donc tournant des années 30, Abraham pour Raïssa, lorsqu'elle fait son grand texte sur Abraham, qui est donc à la fois son livre le plus profond au point de vue métaphysique, et puis un livre qu'elle va sans arrêt, qui va l'accompagner pendant toute cette période de drame de la guerre, puisque première version en 1935, elle le réédite à New York en 1942, troisième version en 1947, chaque fois elle retouche, etc. Et donc c'est un approfondissement. Raïssa va vraiment penser dans les catégories d'Abraham et dans les catégories bibliques. Et donc il y a un très grand approfondissement de Raïssa, de son expérience biblique. Et en même temps que Raïssa c'est Abraham, mais Jacques c'est Saint Paul. Saint Paul, j'ai fait là aussi un autre article, un anti-judaïsme de bric-à-brac, une controverse de 1939, qui revient sur la controverse entre Maritain et Marcel de Corte, qui l'accusait de surnaturalisme en 1939, à la veille de la guerre, et c'est à ce moment-là que Maritain va faire son texte « Le mystère d'Israël ». Et dans ce texte-là, le mystère d'Israël, où il revient donc sur l'exégèse de l'Épître aux Romains et des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, on est tout à fait aux portes de la guerre. Il a préféré d'ailleurs cacher son exégèse dans le petit bulletin de la question d'Israël, etc. Donc Abraham et Saint Paul, c'est-à-dire, c'est dans ces expériences-là que se fait en même temps tout le tournant existentiel du thomisme de Maritain. Ça a eu un vrai changement sur sa manière même de thomistiser. Il ne thomistise plus dans la fin des années 30 comme il thomistisait dans les années 20. Il reste scolastique, etc. Mais enfin, on est à désormais un tournant existentiel. Et donc ce tournant existentiel, c'est en même temps une judaïté rechargée. Alors évidemment, il faudrait beaucoup de temps pour montrer tout ça, je vous renverrai à tous ces articles-là, mais c'est une judaïté rechargée parce que ce qui a permis ce tournant existentiel, c'est donc la méditation d'Abraham et la méditation de Saint Paul. Alors l'élément bloyen n'est pas perdu pour autant, et on le voit bien en 1940, où, par exemple, donc, carnet du 3 juillet 40. Bon, là, c'est au moment même de la défaite. Ils sont coincés à New York, on pleure tout le temps chez les Maritains. Pogrom, alors, confession, achevé de relire Saint Paul. Donc il lit, et c'est pas encore son propre Saint Paul, il relit Saint Paul. Revue philosophie bergsonienne, reçu le père Feige. Le père Feige était un Américain, un auteur américain qui justement luttait contre l'antisémitisme. Il me parle de l'état affreux du catholicisme américain. Pogrom en Roumanie. Raïssa sanglote. Elle n'en peut plus de voir le triomphe de l'injustice et le silence du pape. Je pense que les souffrances des Juifs annoncent l'avènement de leur conversion.
il faut que l'Église des gentils ait d'abord apostasié, non quant à la doctrine, mais quant au témoignage à rendre, pour que les Juifs rentrent à leur tour et qu'un nouvel âge commence, où la synagogue et l'Église seront réconciliées. Mais l'antéchrist doit venir d'abord. Les Juifs sont toujours le corps charnel du Christ. Donc vous voyez, l'élément bloyen est tout à fait présent dans la philosophie de l'histoire à ce moment-là de Jacques, et où le thème eschatologique apocalyptique même est très présent dans ce moment 40. On le voit bien également au moment de la mort de Bergson, en janvier 41, alors où Raissa elle a eu des informations comme quoi il avait été baptisé, et il va y avoir une petite polémique autour de ça lorsqu'elle va publier ces informations-là. Elle le croit un peu rapidement parce que ça correspond tellement à son désir qu'elle s'adonne, on pourrait dire, à cette idée-là dans l'article qu'elle publie d'hommage à Bergson en janvier 41. Alors que cet article a eu beaucoup d'importance à ce moment-là, et donc ça vous montre bien que l'élément bloyen est toujours présent, mais évidemment porté dans toute cette expérience de la judaïté rechargée avec Abraham et avec saint Paul. Et donc ce n'est pas du tout par hasard, on pourrait dire, que, à peine arrivés donc dans la défaite, en juillet 40, et ils vont proposer à la Maison française, comme première œuvre de leur exil et de leur désespoir, les Grandes Amitiés, tome 1, et pour Jacques, alors qu'il avait promis de donner des morceaux choisis de saint Thomas, il laisse tomber le projet, il dit la pensée de saint Paul. Et donc, en même temps, les deux bouquins vont paraître en 41, le premier tome des Grandes Amitiés, avec ce retour à l'enfance juive, et puis la pensée de saint Paul. Alors, ceci dit, cette arrivée aux États-Unis ouvre également un deuxième temps dans la judaïté. Après, donc, la judaïté perdue, elle a été retrouvée. Mais voilà qu'aux États-Unis, ils arrivent dans un autre judaïsme, on pourrait dire, et qui vont devenir un juif d'adoption. Maritain l'avait déjà perçu, on pourrait dire, dès ses premiers voyages en 1933 aux États-Unis, et le début de son expérience américaine. Sur le bateau en 1933 qui le mène vers Toronto, il y a des juifs de Chicago qui l'abordent, etc., tout à fait librement. À Toronto, il est accueilli par un de ses disciples, Emmanuel Chapman, et il découvre un judaïsme qui est resté beaucoup plus communautariste, on pourrait dire, dans le contexte de la civilisation américaine. Or, quelques éléments, par exemple, de son journal de Toronto. Après cela, Chapman et moi, nous avons fait une escapade. Il m'a amené dîner dans un resto juif de Toronto. Nous avons beaucoup parlé de Papka, de Mamka, de sa propre conversion à lui. Dieu l'a vraiment pris par la peau du cou au moment où il allait se suicider. J'étais si ému de ce milieu juif et de cette nourriture juive, le poisson haché, l'oie, le gâteau roulé avec je ne sais trop quelle confiture au pruneau. Au milieu, j'ai oublié le nom. Je pensais à notre bien-aimé Mamka, et Chapman et moi, nous étions d'accord pour nous moquer des goïs et de leur cuisine. Il aime beaucoup Chapman. Enfin, je verrai un juif, un être dynamique. Il est chez les Basiliens à Toronto, il s'ennuie un peu, il faut bien dire. Et donc, il est tout content d'accueillir un juif. Alors, ça se généralise, évidemment, quand ils vivent aux États-Unis. Alors, je prépare l'édition des carnets de guerre, de leur éditrice, de leur médecin, leur homéopathe, leur épicier, tout le monde est juif dans le contexte des Maritains. Et vous savez que leur éditrice, dans ses mémoires, a raconté comment, lorsqu'il arrive, donc Maritain est obligé de vivre, il n'a pas prévu, donc il doit trouver des moyens de survie, donc Ruth Nanda Hanchen, qui était juive, qui finira par recevoir le baptême, en cachette de son mari, qui était aussi le dentiste de Jacques, mais qui lui était resté bien juif. Et donc il pouvait se venger comme dentiste. Et donc elle va voir le cardinal Spellman en disant il faut quand même, vous avez là un intellectuel catholique majeur, il faut donc l'aider. Et Spellman lui dit ne montre pas beaucoup d'intérêt à accueillir Maritain à New York. Et donc la seule possibilité pour Maritain à New York, c'était Fordham, l'université jésuite, mais ils sont tous franquistes, et donc la liberté de parole serait perdue. Et donc c'est Hanchen qui va faire le siège des philanthropes juifs, les grandes familles juives de New York, les Rosenthal, les Lomond, pour qu'ils financent les chers qui ont permis tout l'enseignement de Maritain pendant toute la guerre, à Columbia, puis à Princeton. Et donc, c'est des financements juifs, philanthropiques juifs, qui ont permis l'enseignement de Jacques pendant la guerre. De même, dans les milieux de la New School for Social Research, il n'y a que des juifs, soit locaux, soit exilés, qui sont là. Et donc, toute la sociabilité de Maritain à New York, ils deviennent vraiment des juifs d'adoption. Alors, de toute variété de judaïsme, des juifs pieux, des juifs impies, des juifs athées, des juifs convertis, des juifs convertissables, dans les filleuls, etc., on en trouvera pas mal. Et donc ça ouvre un deuxième temps, mais il faut que je m'arrête, je vois. Mais j'en dis simplement un mot de ce deuxième temps. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Premièrement, ça va leur permettre de traverser la guerre les yeux ouverts. Et vous savez que Maritain est le seul, à notre connaissance parmi les intellectuels français, à prendre conscience de la Shoah au moment même où elle se passe.
Même d'ailleurs, dans les milieux juifs de New York, il y a une polémique sur les chiffres, parce que Maritain, dès janvier 1943, dit qu'il y a 2 millions de juifs en Pologne qui ont déjà été exterminés, 4 millions restent menacés de la même chose. Et les milieux juifs de New York disent c'est pas possible de dire ça, ça doit être de la propagande. Dites 250 000. 250 000, ceux-là, ils sont avérés. Puis c'est déjà aussi assez affreux en soi. Quand tu tues 250 000 personnes ou 2 millions, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de différence. Et Maritain insiste parce que s'il y a une différence, 250 000, bon, ben, c'est un accident de l'histoire, un truc monstrueux, etc. Mais c'est pas un projet d'extermination totale. 2 millions, c'est l'idée de totalité, faire disparaître la totalité de la race d'Israël. Et donc Maritain est le seul à prendre conscience de ça pendant la guerre, et notamment dans cette grande conférence de janvier 1943 sur le droit raciste. Et puis, vous connaissez également le texte de Raissa, Deus, le grand poème, le grand psaume de Raissa, qui fait partie des plus grands poèmes inspirés par la Seconde Guerre mondiale, Deus excelsus terribilis, que Jacques va donner à la radio en janvier 1944, donc du journal de Raissa, le 31 décembre 1943. Jacques m'a fait l'honneur de donner pour son 19e broadcast pour la France une prière en forme de psaume que j'ai écrite ces temps-ci, prière pour le peuple de Dieu. Comment ceux qui souffrent là-bas auront-ils pris ces paroles sincères du fond de mon cœur, mais tellement impuissantes à dire la réalité de leur souffrance? Je suis confuse et tremblante à cette pensée. Et donc, vous connaissez, vous relirez en tout cas cette grande prière magnifique. C'est parce que vous-même, notre Dieu, vous nous avez abandonnés. L'ange de la vérité se tait, miroir de votre indifférence, parce que vous nous avez abandonnés à nous-mêmes. Et puis... Ah ouais. Mais alors, bah, vous n'aurez pas les plus beaux. Je vais m'arrêter quand même. Il faut savoir s'arrêter pour donner l'exemple. Mais vous n'aurez pas les plus beaux qui sont les textes où Maritain dont on réfléchit. Ce sont alors, je vais en sélectionner. Je vais en donner qu'un seul sur 5. Un seul sur 5. Je passe, par exemple, ce qu'il écrit à Raissa, je passe par un moment de tristesse. Cette invitation me fait réaliser l'insécurité de notre vie. Toujours les valises de l'invitation elle-même, je ne sais plus du tout quoi penser. Ce que je vois, ce sont les tentes où il nous faudra toujours habiter. À quel point nous sommes juifs. À quel point je suis juif de destinée. Les gens ne savent pas ça. Quelle vie je vous ai faite, mes chères brebis. J'en ai le cœur navré. Il faudrait beaucoup de foi. La foi d'Abraham. Mon Dieu, si tu n'étais pas là, toi, Vérouche, je crois que je jetterais le manche après la cognée. Pardonne-moi de te parler ainsi, ma bien-aimée. Bientôt, je serai près de toi. Je retrouverai force et lumière. Maritain était très frappé également par le suicide au Brésil de Stefan Zweig et a été tenté. Bon, il y avait Raissa et Vera, il n'est pas allé plus loin, a été très tenté. Dans ce dernier moment, pour conclure, Maritain c'est le moment également où son rapport au judaïsme va passer par un véritable dialogue interreligieux, on pourrait dire, puisqu'il a été accueilli à New York par le milieu juif de New York, le judaïsme conservateur, le Jewish Seminary of America et le rabbin Louis Finkelstein. Et donc Maritain, avec eux, va rentrer dans la philosophie du droit et la philosophie morale, comme bien d'autres auteurs juifs, croyants ou pas croyants, etc. Et puis Chaim Greenberg, qui est un sioniste qui dirigeait The Jewish Frontier et qui lance dès 1944 le débat qu'on aura en France 4 ans plus tard avec Jules Isaac autour de l'enseignement du mépris, etc. Et donc il y a un texte tout à fait important de Maritain. Maritain a peu réagi à Isaac publiquement, mais par contre il réagit dès 1944 à Greenberg sur l'enseignement chrétien de la crucifixion, et puis le sionisme également. Donc tous ces éléments-là sont mis en place à travers la guerre sous la forme d'un dialogue interreligieux, alors même qu'il y a chez lui une sorte de retard de l'eschatologie. Il faut bien voir qu'il est arrivé jusqu'à la guerre, il a dit c'est les derniers temps, apôtre des derniers temps. Et il y a une sorte de déception en 44, 45, 46, 47, c'est-à-dire que ça dure finalement, que les derniers temps n'arrivent jamais, une fois de plus qu'ils soient ratés, qu'on ait encore raté les derniers temps. Et donc il y a une réflexion chez lui sur la prophétie. Il ne renonce pas du tout aux prophéties, mais il y a une réflexion chez lui sur la prophétie et pourquoi dure l'histoire. Et donc s'il dure l'histoire à ce moment-là, et s'il faut sortir du complexe, on pourrait dire, de la lutte finale, qui avait été un peu le sien jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il faut occuper ce temps. Et donc tout ce temps-là va être travaillé justement par le dialogue interreligieux. Alors, conclusion, je la donne simplement, la lettre très belle qu'il écrit en 67, un juif chrétien inconnu. Mon cher ami, je vous remercie de votre lettre qui m'a touché en cœur, car je suis des vôtres, oui, juif par amour. Je ne dis pas seulement spirituellement sémite, comme tout est chrétien, mais ethniquement juif, lié dans ma chair et dans ma sensibilité aux tribus d'Israël et à leur destinée ici-bas. Pardonnez-moi de vous répondre brièvement, je suis exténué de fatigue. Être un juif baptisé, c'est un privilège inouï. À la fois la race de Jésus et de son esprit, indivisiblement membre du peuple élu et membre de la Sainte Église. Un tel privilège se paye cher. Il n'y a pas à s'en étonner, c'est la loi de la croix. Vous voilà étranger à la fois au peuple qui n'a pas encore reconnu son Messie,
et non pas à l'Église, certes, qui est la vraie patrie du ciel sur la terre, mais en tout cas à tous les chrétiens, plus ou moins mordus par le monde, et qui n'ont pour Israël qu'indifférence ou incompréhension, ou comme jadis, mépris et détestation. Quoi de surprenant à cela? Ces gens-là n'ont-ils pas toujours été aussi, et ne seront-ils pas toujours les persécuteurs de leurs propres saints? Inadaptés, dites-vous? Bien sûr. Un vrai chrétien n'est jamais adapté. Déracinés de votre peuple selon la chair, oui, sans doute. Et c'est cela le prix du merveilleux privilège dont je parlais il y a un instant. Il faut bénir cette condition, non pas s'en plaindre. Elle vous oblige, pour ainsi dire, à marcher vers la sainteté dans les pas de saint Paul et vers l'amour de cette croix par laquelle l'homme devient co-rédempteur avec Jésus pour le salut du monde et pour l'accomplissement d'Israël. Jusqu'à la réintégration d'Israël, vous formez l'humble suite des serviteurs de ces prophètes, absolument donnés à Jésus et déracinés du monde. Merci à vous et excusez-moi de mes retards.